Mythes et complots avec Christian Page. Sacramouille, Christian, qu'est-ce que t'as sorti là? Ça fait peur. C'est fou. Ce que les gens viennent d'entendre, ce n'est pas un trucage hollywoodien ou quoi que ce soit du genre. On va en reparler un peu plus tard dans la chronique. C'est pas François Arnois qui a mal au ventre. Pas du tout. C'est un véritable extrait audio. D'ailleurs, c'est la première fois que je le fais entendre à la radio. C'est un extrait une véritable séance d'exorcisme qui s'est tenue dans les années 70 en Allemagne et qui s'est terminée par le décès de l'exorcisé, Anneliese Michel, dont on va reparler un peu plus tard dans cette chronique. Mais c'est pas un truc d'Hollywood. Ce qu'on a entendu, c'est bel et bien la voix de la possédée au moment de l'exorcisme. C'est quand même surprenant. J'aime pas ça. En fait, OK. Ça, c'est en Allemagne. C'est en quelle année? En fait, l'exorcisme d'Anneliese Michel s'est étiré entre la fin de 1975 et le milieu de 1976. C'est un exorcisme qui a duré pratiquement 11 mois. Ça a été très, très long. Et là, ça veut pas dire que c'est la voix du diable. C'est juste elle qui est... Exact. On va en revenir là-dessus. Mais d'abord, ça vient d'une nouvelle, ça, sur la BBC. Oui, en fait, le sujet de la chronique d'aujourd'hui vient d'une nouvelle qui est sortie en fin de semaine où la BBC a annoncé l'ouverture au Mexique d'une petite chapelle où les gens qui se croient possédés du diable pourront y aller pour être soumis à un exorcisme. Entendons-nous, exorcisme, on va reparler de ça, quelle est la position de l'Église par rapport à ça, mais c'est vrai que déjà, dans le diocèse de Mexico City, là, on avait à peu près 10 demandes d'exorcisme par mois, et donc on s'est dit peut-être qu'il y a place par mois. Ça peut paraître beaucoup, parce que au Mexique ou en Amérique du Sud, par exemple, on est beaucoup plus ouvert à la question de l'exorcisme que dans les grandes sociétés industrielles. Mais qu'est-ce qu'on entend, Christian, par exorcisme? Voilà. Parlons-en. Donc, l'exorcisme, c'est la possession diabolique, c'est de chasser les démons. En fait, c'est un phénomène qui est propre en fait, la possession elle-même, on la retrouve dans à peu près 75% des religions et des minorités religieuses. Par exemple, dans le vaudou, durant une séance, les gens sont possédés par un esprit qu'on appelle le loa. Ils se laissent chevaucher par un loa. On a un exemple d'une forme de possession. C'est pas la possession diabolique, mais c'est la possession d'un esprit. Le corps est possédé par un esprit. Dans la religion catholique, le phénomène de la possession diabolique et de l'exorcisme en lui-même existe depuis le début du christianisme. On se rappelle cette séquence qui est rapportée dans les évangiles où un homme s'approche du Christ, il est troublé et Jésus, voyant que l'homme est possédé du démon, lui dit « Qui es-tu » et l'homme de répondre, évidemment par la voix du diable, « Nous sommes légion ». C'est de là ça vient. Donc et Marc rapporte dans l'évangile, l'homme était possédé par de très nombreux démons, d'où légion. Il y a un film Légion qui est d'ailleurs, sorti, il paraît qui est pas fort là. D'ailleurs, ça l'ajoute à l'actualité de notre chronique d'aujourd'hui. Mais à partir de ce moment-là, donc le phénomène dans la Bible, Jésus va donner à ses apôtres le pouvoir de libérer les autres du diable. Parce que la plus grande conspiration de tous les temps, quelle est-elle? Selon l'Église catholique, c'est ces magouilles diaboliques dans l'ombre qui vont conduire l'homme à sa chute et qui va annoncer Armageddon, le combat final. Donc ça, c'est la plus grande conspiration. Mais disons que officiellement, l'Église est beaucoup plus prudente par rapport à l'exorcisme. En fait, la fin de l'humanité, c'est la plus grande conspiration. C'est ça que tu dis. Effectivement. Selon l'Église... Au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Donc, dans l'ombre, les forces des ténèbres vont s'activer, travaillent pour provoquer la chute de l'homme jusqu'au moment où le divin devra intervenir et il y aura un combat final entre les forces du bien et du mal, Armageddon. Okay. Maintenant, revenons-en à notre exorcisme. Pour ce qui est de l'Église catholique, l'exorcisme a toujours existé. Il a surtout connu son essor à partir du Moyen Âge. D'ailleurs, le rituel de l'exorcisme qu'on utilise aujourd'hui date de 1614. Donc, on n'est plus le Moyen Âge, c'est la Renaissance, mais bon, on peut dire que c'est pas tout à fait à date.
Il arrive effectivement que l'Église se repenche sur les textes. Elle l'a fait en 1998. Elle a ressorti son rituel romain de l'exorcisme et elle a ajouté au texte original de 1614 une sorte de notice d'entrée disant cette fois, il faut être prudent. Avant de conclure un exorcisme, ou à une possession diabolique, il faut vraiment avoir évalué l'ensemble de toutes les possibilités existantes et en particulier les approches médicales et les approches psychologiques. Parce qu'effectivement, il y a de très nombreuses pathologies psychiatriques qui peuvent s'appliquer dans le cas de la possession. Parce que, Christian, entre 1600 et 2010, la science a évolué un petit peu. Absolument. Ouais. D'ailleurs, l'Église elle-même établit 3 critères pour définir une possession diabolique. Il faut que le possédé puisse parler une langue qu'il ne connaît pas. On appelle ça la xénoglossie. Donc, premier critère. Deuxième critère, le possédé doit être en mesure de fournir des informations sur des événements dont il n'a pas connaissance. Donc, il dit au curé, il fait des révélations aux prêtres exorcistes sur des événements qui se sont produits dans sa vie dont lui ne pourrait pas avoir connaissance. Okay. Et troisièmement, il doit faire preuve d'une force physique au-delà de sa capacité physique ou de sa capacité intellectuelle. Et là, à partir de ces 3 éléments-là, l'Église va conclure qu'il y a peut-être une possession diabolique. Mais évidemment, elle va le conclure après qu'elle aura passé à travers tout le tamis, les filtres qu'impose aujourd'hui la médecine moderne. Donc, des cas d'exorcisme comme celui qu'on a vu dans le film L'Exorciste, est-ce que ça existe réellement? Est-ce que des cas comme ça ont été bien documentés? Contrairement à ce que les gens pourraient croire, des exorcismes, il y en a eu plusieurs et il s'en fait encore aujourd'hui. Mais l'Église, évidemment, garde le secret. C'est d'ailleurs un des critères dans les séances d'exorcisme. Lorsque l'on choisit un prêtre exorciste, on le choisit bien sûr pour sa piété, on le choisit également pour sa discrétion, parce qu'il devra garder le secret sur ce qui va se faire. Et là, Christian, tu parles d'exorcisme au 21e siècle. Au 21e siècle. Mais c'est dans des coins reculés de la jungle. Absolument pas. On a des cas comme ça qui se font chaque année, tant aux États-Unis, au Canada, en Europe, en France, en Allemagne. Des cas comme ceux-là se font uniquement, par exemple, il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, un proche du diocèse de Lyon, en France, me racontait qu'eux reçoivent près de 2000 demandes d'exorcisme par année. Évidemment, ils ne donnent pas suite à toutes ces demandes-là, mais on voit que encore, les gens continuent de croire qu'ils peuvent être possédés par le démon et ils sont troublés et cherchent une réponse du côté de l'Église. Les cas les plus célèbres, j'ai choisi aujourd'hui pour présenter un peu l'idée aux gens de qu'est-ce que c'est que ces possessions diaboliques. 2 cas qui ont servi de trame de fond à des films qu'on connaît bien. Le premier, bien sûr, c'est le cas de Roland Unkeller, Robbie, celui qui a servi de trame de fond au film L'Exorciste de 1973, je crois, par Ronald Friedkin. Alors, comment cette histoire-là commence? Faut se remettre dans le contexte de l'époque un peu. On est en 1949. À la mi-janvier 1949, la famille Unkeller, qui vit à Cottage City, ça c'est en banlieue de Washington, D.C., commence à remarquer des événements étranges autour d'eux. Des coups sont frappés dans les murs, des meubles se déplacent d'eux-mêmes. Tout ça semble se passer autour du petit Robbie Unkeller, qui a 13 ans au moment où les faits se passent. C'est un garçon? C'est un garçon. C'est un garçon. Blatty va transformer ça en une fille dans son roman et après l'adaptation au cinéma, mais originalement, c'est un jeune garçon. Il a 13 ans au moment des faits. La famille, un peu déconcertée par les événements, va s'en ouvrir, et là je fais rapidement parce que bon, c'est une histoire énorme, mais ils vont s'en ouvrir à un prêtre luthérien qui lui va se rendre sur place, va être témoin des phénomènes qui se produisent autour. Mais lui a un intérêt pour la parapsychologie également. Et il conclut finalement que les phénomènes que l'on observe ne sont que des phénomènes de poltergeist, donc un phénomène bien documenté en parapsychologie qui se traduit par des coups frappés dans les murs et des objets qui se déplacent. Mais l'affaire Unkeller va aller plus loin que ça. Mais déjà, poltergeist, c'est poussé. C'est déjà, on pourrait longuement en parler, mais enfin. Mais pour Unkeller, les choses vont aller crescendo. Donc, à partir du moment où les coups sont frappés dans les murs, rapidement, le jeune commence à entrer dans un état de dépression. Des marques apparaissent sur son corps, comme des sortes de griffures. Chaque nuit, son lit est bougé, il est pris de soubresauts qui empêchent le jeune Unkeller de dormir. La nuit, le jour, le jeune est assez normal. Il n'y a pas grand-chose qui le distingue de ses collègues de classe. Mais la nuit, il entre dans une sorte d'état de dépression. Il est pourchassé par des rêves, des cauchemars horrifiants. Il se réveille en hurlant, crie des obscénités, parle avec une voix gutturale. Et à un moment donné, on décide la famille se dit, peut-être que quelque chose ne va pas si on changeait l'environnement. Et la famille, qui est originaire de Saint-Louis, au Missouri, décide de retourner à Saint-Louis. Et on se dit que peut-être
peut-être dans un nouvel environnement, avec des oncles, des tantes, des cousins, peut-être que le petit Robbie va se sentir mieux. Non. Lorsqu'on arrive à Saint-Louis, les choses vont empirer. Et par un concours de circonstances, des frères jésuites attachés à l'Université du Missouri vont entendre parler de l'affaire, vont se rendre sur place, vont être témoins de phénomènes aberrants. Le jeune, qui, toujours avec cette voix gutturale, crache, les yeux fermés, il réussit à cracher au visage des prêtres qui sont autour de lui, autour des gens qui l'entourent. Il faut parfois jusqu'à 6 hommes pour maintenir le jeune Robbie dans son lit. Tant et si bien que l'affaire va remonter jusqu'à l'évêque. L'évêque va permettre l'exorcisme. Et là, on va choisir un prêtre connu pour sa vie religieuse, pieuse, le père William Borden, et le jeune va être transféré à l'hôpital des frères Alexis, qui se trouve au Missouri. C'est un hôpital qui s'est spécialisé dans les maladies mentales. Donc, on a un aile en particulier, avec des chambres capitonnées. C'est là que va se passer l'exorcisme. Et crois-moi, là, je vous passe des détails, mais c'est quelque chose de tout à fait spectaculaire. Il faut, comme je l'ai mentionné, 5-6 hommes pour maintenir le jeune Robbie, soir après soir, donc de la mi-mars 1949 jusqu'à la mi-avril 1949, donc pendant 1 mois, soir après soir, on retourne dans la chambre. Le jeune Robbie est pris de ses convulsions, ses cris, il hurle, il aboie comme un chien, lance des obscénités que même les prêtres qui sont là vont refuser de retranscrire dans le journal quotidien des événements. À chaque fois où une séance d'exorcisme se tient, il y a un prêtre, le père Bishop, qui va écrire les événements qui se passent chaque nuit, soir après soir. Et ce compte-rendu des événements est signé par tous les gens présents. Tant et si bien qu'aujourd'hui, plus de 48 personnes ont signé ce journal de l'exorcisme dans lesquels ils reconnaissent les événements qui ont été racontés, qui ont été observés, et c'est des événements extraordinaires, vraiment très impressionnants. Et je pense, bien sûr, on n'a pas la tête qui tourne à l'envers, mais si on se fie à ce qui a été rapporté dans le journal, ce sont des événements qui n'ont rien envie au film L'Exorcisme. C'est déjà impressionnant. Et après... Oui. On va s'arrêter un moment là pour en revenir un peu aussi. Et on est avec Christian Page, on parle d'exorcisme, on revient après cette pause. Merci. Mythes et complots avec Christian Page. OK, Christian, ça ça a inspiré un autre film, ça. Ouais, ça a inspiré le film L'Exorcisme d'Emily Rose. En fait, on a... C'est autre chose. Oui, effectivement, parce que juste avant la pause, on a parlé du cas Keller qui a servi de trame de fond au film L'Exorcisme. Et dans ce cas-là, l'exorcisme s'est bien déroulé et c'est bien terminé. À la mi-avril, à la mi-avril 1949, les prêtres, le jeune gamin s'est réveillé en disant « J'ai rêvé à l'archange Gabriel » et durant le jour, on a entendu une sorte de coup de tonnerre dans l'église. Et puis tout était parfait et le gamin n'a jamais éprouvé d'autres symptômes semblables. Okay. Mais tous les exorcismes ne se terminent pas de cette façon-là et on en a un triste exemple avec l'affaire Anneliese Michel. Donc Anneliese Michel, on est à Klingenburg. C'est une petite ville industrielle en Allemagne, en Bavière, qui est à peu près à 70 kilomètres au sud-ouest de Francfort. Et c'est ce qu'on a entendu. Et ce qu'on a entendu. Donc, la jeune Anneliese Michel naît en 1952, en septembre 52. C'est une famille de 4 fillettes, mais une des fillettes va mourir en bas âge. Donc, Anneliese se trouve au milieu. Elle a une sœur aînée et une sœur cadette. C'est un enfant qui a des problèmes. C'est une enfant qui a des problèmes de santé assez graves. Toute son enfance, sa petite enfance, elle est marquée par des problèmes, son absentéisme à l'école. En 1968, au moment où elle entre dans l'âge de l'adolescence, elle a soudainement des périodes d'absence. On consulte un médecin qui, lui, malgré que les électroencéphalogrammes soient normaux, conclut qu'elle doit souffrir d'épilepsie. Il va lui donner comme médicament des anticonvulsants. Donc, elle a ces médicaments-là. Et progressivement, faut dire que d'abord, la famille d'Anneliese Michel est une famille excessivement religieuse. Sa mère est très religieuse. Elle est plus que très religieuse. Sa mère est une véritable grenouille de bénitier, une bigote. Et c'est dans ce contexte-là que Anneliese va grandir et évoluer à l'ombre de toutes ces bondieuseries qui sont dans la maison. Et puis, lorsqu'elle arrive à l'âge adulte, elle va commencer à avoir des symptômes assez graves. Là, elle a des périodes où elle entre dans des sortes de transes. Elle voit des visages gris
grimaçant, elle hurle, elle a des convulsions, sont autour d'elle, des objets bougent d'eux-mêmes. Elle va réciter des prières. Elle a des périodes où elle retrouve une sorte d'équilibre, durant lesquelles elle se lance dans des prières excessives, mais c'est de courte durée. Elle retombe dans des sortes de transes. Tant et si bien qu'en on est en 1975, à l'automne de 1975, toute l'histoire d'Anneliese Michel, ces crises, ces périodes d'état modifié de conscience où elle croit au diable, en fait, c'est rendu tellement grave que, rien que pour donner des détails, parce qu'on aime toujours un peu les détails croustillants, ben oui. alors allons-y. Anneliese, elle fréquentait l'université de Wolfsburg, elle est retournée à Klingenburg, où elle habite chez ses parents à ce moment-là. C'est une jeune femme au début de la vingtaine. Elle refuse de dormir, par exemple, dans son lit. Elle préfère dormir au grenier ou dormir sur le plancher de la cave. Elle prétend que c'est le diable qui lui ordonne de faire ça. Elle refuse de manger toute nourriture normale, préférant manger des araignées et des mouches. Elle perd du poids. Elle a les jambes arquées, très dures, comme si les muscles étaient devenus rigides. Elle hurle, elle se promène dans la maison parfois nue, ou même quand elle est habillée, elle lève sa robe et va déféquer ou uriner n'importe où dans la maison. Donc, on est en présence d'un cas extrême. Et à l'automne de 1975, le diocèse de Klingenburg, l'évêque Joseph Stengel, va permettre un exorcisme. Alors c'est un père, Arnold Rance, qui est chargé de faire l'exorcisme. L'exorcisme va se dérouler de septembre 1975 jusqu'au 30 juin 1976. Durant ces périodes-là, Anneliese va refuser de s'alimenter et encore là, on assiste à des états de transe énormes. Une voix gutturale, on a entendu quelques extraits. Elle crie, elle hurle, elle aboie. Elle prétend être possédée par les esprits de Lucifer, Caïn, Judas et bien sûr Hitler. Ça va mal. L'affaire se termine le 30 juin 1976. Cette nuit-là, Anneliese Michel, qui à 23 ans ne pèse plus que 68 livres, est devenue... En fait, si on regarde les photos qui ont été prises... 68 livres, 68 pas livres, kilos, non, pas kilos. Et quand on regarde les photos prises à l'époque, on dirait une survivante des camps de concentration nazis. Ce soir-là, le soir du 30 juin 1976, elle dit à sa mère, « Ne t'en fais pas, tout va bien. » Et le lendemain, Anneliese est morte. Elle avait quel âge? Elle avait 23 ans. Donc, elle est morte, le rapport d'autopsie indique qu'elle est morte d'inhalation et bien sûr de déshydratation. Il va y avoir un procès 1 an plus tard, ce que l'on voit d'ailleurs dans le film L'exorcisme d'Emily Rose, et tous ces gens-là vont être accusés de négligence criminelle. Il n'y aura pas d'accusation formelle de dire, bon, vous avez commis un meurtre, mais il y a eu une négligence, une non-assistance à personne en danger. Durant toute la période de l'exorcisme, les prêtres refusaient qu'Anneliese prenne ses médicaments que lui avaient prescrits les docteurs, évidemment, ses anticonvulsifs pour des crises d'épilepsie, et évidemment, il n'y avait eu aucune supervision médicale. L'affaire Anneliese Michel aura eu au moins quelque chose de bon. Depuis, l'Église exige qu'il y ait un représentant de l'élite médicale qui soit au chevet de l'exorcisme. Est-ce qu'il y en a au Québec? Oui, il y en a au Québec qui se font. Aujourd'hui? Oui, il y a encore des exorcismes qui se font au Québec. Je dirais de l'ordre peut-être de 7 ou 8 par année. Je connais des prêtres qui pratiquent ces exorcismes. Leur envoyer des gens que je connais. Merci, Christian Ça m'a Page. fait plaisir. On va sûrement s'en reparler Oui, lors de prochaines chroniques. Merci à Maryse, à François et à Larry. Merci à vous d'avoir été là et on vous laisse entre les bonnes mains de Paul Oud.